Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On est entré officiellement en bear market sur les cryptos et pour vous donner un petit parallèle avec ce qui est en train, voilà, beaucoup d'entre vous sont en train de vivre des pertes qui sont latentes ou qui ont été d'ailleurs verrouillées, qui peuvent faire très très mal. Donc je vais vous donner un petit peu le parcours du plus grand trader qui existait, il s'appelle Jesse Livermore. J'ai réussi à retrouver sur internet l'évolution quasiment année après année depuis son plus jeune âge jusqu'à sa mort de son portefeuille. Donc ça s'est généré, ça a été des dizaines voire des centaines de millions de dollars, vous le verrez, qui ont été générés il y a plus de un siècle. Donc vous pouvez rajouter 1 ou 2 zéros hein, pour pouvoir avoir l'équivalent ajusté à l'inflation en 2026. Et vous allez voir ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi il a eu des grandes crises de dépression, pourquoi il est mort suicidé, ultra endetté, alors qu'il a réussi à capter la plupart des plus gros accidents positifs de son époque, tout comme beaucoup d'entre vous ont probablement réussi à capter les derniers bull market sur les cryptos et se retrouvent aussi à rendre une énorme partie de leur performance, voire de se retrouver carrément à zéro en ce moment. Donc j'espère que cette petite anecdote que je vais partager juste après l'analyse des cryptos sera lourde d'enseignements pour vous et vous permettra sur le reste de votre vie de ne pas rendre la majorité de vos plus-values au marché de manière à rentrer dans le cercle vertueux de la spéculation et de ne pas reproduire le parcours de Jesse Livermore qui est passé plusieurs fois de sa vie d'une légende vivante à une catastrophe ambulante, ultra endetté, à nouveau à une légende vivante, à nouveau à une catastrophe ambulante endettée qui s'est littéralement suicidé. Donc c'est parti pour cette vidéo. Analyse du BTC, donc rien n'a changé depuis ma dernière vidéo, à savoir on a cassé le support, on a une mèche extrêmement importante vers le sud avant de remonter. Donc là, en principe, d'un point de vue purement technique, on a cassé un support, ça veut dire que cette tendance-là, donc je vais vous la dessiner, mais toute cette tendance-là, elle a été donc cassée ici, c'est-à-dire qu'on est passé d'un bull market à ici un marché en range, et quand on casse un support, on passe d'un marché en range à un marché baissier. Certains vont me dire « Ah mais t'es gentil Cédric, tu parles de marché baissier alors qu'on a déjà perdu 40%. » Oui non mais derrière là, vous avez tout ça hein, avant de trouver le prochain support. Donc c'est pas en termes de pourcentage qu'on définit si un marché est haussier, en range ou baissier. C'est simplement avec des tendances. Là, ce dont vous êtes en train de parler, c'est de la volatilité intrinsèque d'un marché. Est-ce qu'un range, pour dire qu'on est dans un range market, le range doit être défini autour de 5% entre la borne haute et basse ou autour de 50%? Ça ne veut rien dire. C'est la volatilité intrinsèque de l'actif qui va vous dire un range sur un actif très volatile, ça peut être quelque chose de l'ordre de 40%. Alors que sur une action ou, je sais pas moi, des obligations d'État à court terme, ça va être quelque chose de l'ordre de 1,5% à range. Donc c'est pas en termes de pourcentage que vous devez raisonner, c'est en termes de tendance. Donc là, la tendance, du point de vue strict de l'analyse graphique, elle s'est inversée cette semaine-ci et tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là, on est censé être en marché baissier. Si on récupère ce support qui est devenu une résistance, on sera repassé dans un état de range market et on parlera de fake breakout baissier. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Pour le moment, on est dans une logique où on est en dessous du support, où potentiellement on est rentré dans un marché baissier sur le BTC, ce qui veut dire que ça nous projette sur quelque chose qui pourrait durer. Tant qu'on est en dessous de cette résistance, ça peut durer pas mal de temps. Ça peut durer 2026-2027. Donc pour le moment, je suis attristé de vous le dire, mais tant qu'on n'a pas récupéré cette résistance et que ça ne redevient pas un support, le BTC est de mon point de vue lancé dans un marché baissier qui pourrait durer plusieurs mois. Sur le XRP, la logique est exactement la même avec un premier objectif qui est ici. Donc tant qu'on évolue en dessous de ce support, on est en marché baissier. Oui, là, on a une très forte mèche basse qui aurait pu faire croire à un fake breakout baissier. Mais vous voyez que les 2 dernières semaines, là, on a stabilisé en dessous du support. On ne l'a pas récupéré de manière violente. Donc là, voilà, l'idée, c'est plus, dans mon état d'esprit en tout cas, c'est plus quelque chose comme ceci qui nous attend.
Et donc bien entendu, hein, ça pourrait mener à un triangle, un énorme triangle, comme ça à très très long terme, beaucoup plus long dans le temps sur le XRP. Voilà l'idée. Donc c'est des réévaluations à très long terme pendant des mois et même plusieurs années. Le XRP, on était en mode to the moon. Là, on est en mode, bon bah, on récupère un énorme grand triangle chartiste et le to the moon sera potentiellement pour un prochain cycle sur les cryptos. L'Ethereum maintenant, l'ETH, vous voyez que depuis 2021, on est ancré dans un énorme triangle chartiste là que je vous ai mis en très plein. Donc on l'a testé une fois, deux fois. Là, on est potentiellement en train de le tester une troisième fois. Vous voyez que là, ça fait 2 semaines où le momentum baissier s'est stabilisé autour d'une zone de support. Donc là, dans l'idée, c'est assez simple et basique, hein. C'est une partie de ping-pong haut, donc haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc là, à nouveau, on irait chercher le haut au cours des prochains mois si ce support tient le coup. Donc l'Ether pourrait rebondir peut-être un petit peu plus fort que les autres cryptos. Le scénario alternatif, c'est tout simplement qu'on commence à casser en dessous et que là, on aille chercher vers le sud et qu'on entre dans un vrai marché baissier. À ce moment-là, on aurait déjà un premier support ici. Mais pour le moment, on n'y est pas. On a ce support qui tient. Donc, on va dire qu'on a 2 scénarios qui s'offrent à nous. Le scénario d'un rebond sur le support étant pour le moment privilégié puisque on n'a pas cassé le support. Donc, on part du principe que ce support tient et qu'un rebond peut avoir lieu. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je voulais vous parler de Jesse Livermore qui est l'un des traders ayant le plus inspiré, on va dire, tous les meilleurs spéculateurs du XXe siècle et même du XXIe siècle. C'est d'ailleurs sur ce livre-là, donc Jesse Livermore, il y a des mémoires qui ont été publiées dans un livre que je vous recommande infiniment de lire. Ce livre qui s'appelle Confession d'un spéculateur et est littéralement un chef-d'œuvre. Et je vais d'ailleurs vous partager juste après le track record de Livermore et vous allez voir les leçons que j'ai tirées moi de son histoire. Je vais vous expliquer ça rapidement et pourquoi d'ailleurs j'ai tourné une conférence qui s'appelait le paradoxe de la volatilité qui est dispo sur la page du All Weather Impulsion, mon portefeuille dans lequel je partage tous mes trades en direct. Donc Jesse Livermore, l'approche graphique qu'il avait, c'était tout simplement de prendre les actions leaders, donc les actions qui ont le plus de momentum, qui sont en train d'effectuer des consolidations qui sont magnifiques. Quand les indices sont bien orientés à la hausse, il prend le breakout et il surfe la tendance. Extrêmement simple, extrêmement efficace, mais ô combien difficile à exécuter au quotidien, dans le sens où quand les marchés ne sont pas bien orientés, on a tendance à quand même forcer le trade. Quand les marchés sont extrêmement bien orientés, qu'on gagne beaucoup d'argent, on a tendance à prendre trop de levier et à créer trop de volatilité sur le portefeuille, ce qui fait que quand la tendance se retourne, si on n'a pas vendu exactement au bon moment, on se retrouve finalement avec un trade qui est extrêmement perdant alors que c'était parti pour être un trade gagnant. D'ailleurs, toute cette approche, c'est celle que j'ai pratiquée depuis que j'ai 20 ans, sur mes 20 dernières années de spéculation. Et c'est celle que j'enseigne dans le spéculateur libre. Donc le programme, pendant 10 ans, j'ai enseigné mon approche. Là, cette semaine, jusqu'à demain soir, dimanche soir minuit, j'ai réouvert LSL Fast Track, la version accélérée de mon école de bourse pour la session de février à octobre. Donc si vous voulez rejoindre ce programme-là, vous avez jusqu'à demain soir pour vous inscrire et vous serez encadré par ma team jusqu'au 1er octobre pour prendre tous les trades en live. Donc le lien de cette page pour en savoir plus est en description. Bref, je reviens à notre cher Jesse Livermore et on va voir un petit peu ce qui s'est passé au cours de sa vie. Donc quand il était très très jeune, il a commencé avec 187 $ en poche et ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il allait parier. Donc il n'était pas en bourse, il allait parier dans des endroits où on pouvait d'ailleurs, où il s'est fait blacklister derrière parce qu'il avait trouvé des petites martingales mathématiques depuis son très jeune âge pour pouvoir exploiter des anomalies statistiques. Donc il a réussi à faire monter son portefeuille, il l'a fait descendre. Donc voilà, jusqu'à 1900, ça s'est plutôt bien passé.
il est monté jusqu'à 1,7 million de dollars, ce qui est un score assez monumental, puisqu'il faut savoir que il y a 120 ans, 1,7 million de dollars, si vous ajustez ça à l'inflation, ça faisait une sacrée grosse somme. Je ne sais pas combien peut-être que ça fait 100 millions de dollars en 2026. Ensuite, en 1901, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris très probablement un money management beaucoup trop agressif. Il était toujours dans ses bucket shops et il s'est retrouvé à moins 16 000 dollars. L'année d'après, il a réussi à remonter son histoire, toujours dans les bucket shops, donc il n'était pas en bourse, et il a réussi à reconstruire 161 000 dollars. C'est ensuite qu'il arrive sur Wall Street en 1906. Donc je fais peut-être une erreur. Voilà, sur les 4 années, il n'est peut-être pas arrivé sur Wall Street en 1906, mais peut-être en 1904. Peu importe. Au moment où il découvre enfin la spéculation sur les actions, c'est là où sa vraie grande carrière de spéculateur commence à arriver. Et là, il commence à faire ses premiers gros paris directionnels. Et c'est là où son portefeuille commence véritablement à exploser. 3 millions, 12 millions, 12 millions, 90 millions. Là, on parle de entre 1906 et 1907. 1907, 90 millions. Donc, au cours de la même année, il a réussi à prendre un short absolument monstrueux. Je crois qu'on l'avait appelé d'ailleurs de mémoire le grand ours de la crise de 2007, où il a pris littéralement short tout le crack de 2007. Ensuite, il est repassé sur des positions massivement longues le reste de sa carrière. Il a pris des positions sur le coton. Pareil. Là aussi, ça s'est passé très bien au début, puis après, ça a été un énorme désastre, puisqu'il est passé de 150 millions de dollars à 6 millions de dollars. Donc, vous voyez là où je veux en venir avec ce paradoxe de la volatilité. La volatilité, ça vous permet effectivement de faire des énormes écarts à la moyenne positifs quand vous êtes bien orienté, mais la plupart du temps, vous revenez à zéro ou très proche de zéro. Et les meilleurs spéculateurs sont ceux qui arrivent à s'exposer modérément à cette volatilité quand les marchés sont bien orientés et à très vite la réduire quand les marchés commencent à dérouiller ou à déraper un petit peu pour ne jamais retourner à zéro. L'idée, c'est de repartir du plus haut qu'on peut. On va le plus haut qu'on peut avec modération et dès qu'on commence à redonner au marché, on est obligé de redonner des sous au marché. L'idée, c'est de ne jamais retomber à zéro, mais de redonner le moins possible pour pouvoir repartir du plus haut possible. Et c'est un petit peu ça le paradoxe de la volatilité, c'est que tout le monde veut absolument les plus gros gains, donc avec la plus grosse volatilité possible. Et effectivement, vous mettez 100 spéculateurs dans une salle avec des paris extrêmement spéculatifs. Il y en a 10 qui vont vous faire des performances de ce genre-là. Mais ces 10-là, sur le prochain round, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont retomber à zéro. Et c'est toujours le jeu des chaises musicales. Et peut-être que vous allez avoir 1 ou 2 ou 3 spéculateurs avec la loi des statistiques qui vont réussir à enchaîner 1, 2, 3, 4 rounds comme ça. Mais le 5e, ils vont tout redonner au marché. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jesse Livermore tout au long de sa vie. Je passe au prochain slide. Allez, 1914, moins 28 millions. Donc là, vous voyez, il est en dessous de zéro. Il est plus à zéro, il est en dessous. Et là, il a végété. Il a réussi 3 ans plus tard à remonter à 115 millions. En 1923, à 329 millions. Donc là, à chaque fois, vous avez les paris spéculatifs et les situations sur la droite de cycle qui lui ont permis d'effectuer ces écarts à la hausse ou à la baisse, mais en réalité c'est même pas ça qui compte. Ce qui compte encore une fois, c'est ce fameux paradoxe de la volatilité. Il est monté jusqu'à 481 millions en 1925, alors que 9 ans avant, il était à moins 28 millions. Il était en train d'essayer de courir ses anciens cercles d'amis pour pouvoir faire des emprunts et se remettre à jouer en jeu sur le marché. Donc il avait une stratégie qui lui permettait de capter ces énormes écarts à la moyenne. C'est les stratégies que je vous enseigne dans Fast Track et les Self, dans mon école de bourse. Mais la grosse problématique qu'il a rencontrée tout au long de sa vie, c'est qu'à chaque fois, il rendait beaucoup trop au marché et repartait de quasiment zéro. Donc là, on est en 1927. Prochain slide. Et c'est là où c'est vraiment triste. Il a réussi à monter en 1929, vous savez, au pic, avant le pic juste avant la Grande Dépression, à quasiment 500 millions de dollars. Et ensuite, ça a été la grande dégringolade. 1934, moins 100 millions de dollars.
et il est mort en 1940, endetté de 7 millions de dollars. Et là, vous vous demandez, mais comment est-ce que c'est possible qu'un spéculateur qui a réussi à s'exposer à des accidents positifs de richesse aussi incroyables tout au long de sa vie, à faire des décalages à la moyenne ahurissants, s'est retrouvé ruiné plusieurs fois de sa vie et est mort littéralement ruiné en pleine dépression? Eh bien, je vous le mets en mille, c'est le sujet de ma dernière conférence que je vous avais distribuée sur ma chaîne YouTube. Le paradoxe de la volatilité, je l'ai rendu, elle est plus publique cette conférence, mais vous pouvez toujours y accéder via ma page All Weather Impulsion sur mon blog. Le paradoxe de la volatilité, à savoir le but d'un spéculateur, c'est effectivement de s'exposer au même type de trade que Jesse Livermore, mais avec beaucoup moins de force, beaucoup moins de conviction, beaucoup moins de, on va dire, voilà, tout ce qui lui a permis de s'enrichir, c'est ce qui lui a permis aussi de se ruiner. Donc là, l'idée, nous, ça va simplement d'accéder à ces excédents positifs de richesse, mais de jamais rendre trop d'argent au marché pour ensuite reprendre le prochain cycle et les prochains accidents positifs de richesse. Donc encore une fois, je me répète, mais si vous voulez apprendre à faire ça par vous-même, j'ai réouvert la session LSL Fast Track qui est la version accélérée de mon école de bourse. Je n'enseigne plus, mon école de bourse est fermée, mais par contre le programme reste accessible et l'encadrement se fait avec ma team. C'est du limite du 24 sur 24, 7 jours sur 7. Sélectionne les trades en direct avec vous, jour après jour. On est lancé dans d'excellentes conditions de marché en 2026. Donc on devrait avoir de très bons trades qui s'offrent à nous. Vous voyez, vous avez le track record ici de toutes les opportunités depuis 2020 qui ont été retenues avec les élèves en live, donc jour après jour, semaine après semaine. Et vous voyez, 2022-2023, les marchés étaient flat, il se passait rien. Vous pouvez regarder un indice SP500, Nasdaq. Les trades qui ont été pris ont généré aucune performance. Par contre, dès que les marchés commencent à s'emballer, c'est là où on peut faire des écarts à la moyenne qui sont absolument hors du commun. Donc là, le money management qui est défendu dans l'école, c'est un money management qui est le plus prudentiel que vous pourrez trouver dans toute l'histoire de l'enseignement de la bourse. C'est normal, l'idée c'est déjà de s'approprier une méthodologie et d'apprendre à pêcher son poisson par soi-même. Et de cette base-là, ensuite, en fonction de votre tolérance et de votre aversion au risque, vous pouvez augmenter votre risque par trade de manière à amplifier, ses performances pendant les bull markets et limite ne pas du tout trader pendant les périodes flat, les périodes où les marchés ne sont pas haussiers mais sont en range. Donc voilà, vous comprenez un petit peu l'idée de ce qui différencie un Jesse Livermore qui va être capable de faire des centaines de millions de dollars mais de se retrouver à zéro tous les 4, 5, 10 ans et de mourir littéralement ruiné, dépressif avec un suicide. De quelqu'un qui profite de sa vie en étant beaucoup plus serein et avec moins de volatilité. Le paradoxe de la volatilité, c'est un petit peu le paradoxe de notre génération, de notre époque, où tout le monde veut gambler, veut faire du pari sur tout ce qui existe, sur les présidentielles, sur la couleur du chat, sur le sexe de la femme du président. On est tous en train de gambler dans un monde avec une ultra volatilité, là où au contraire, on devrait se concentrer uniquement sur des paris avec des grosses asymétries haussières, mais en y associant une très faible volatilité pour toujours repartir du plus haut possible pour accéder au prochain cycle. Analyse de l'or coté contre du dollar américain. Donc on a une semaine quasi stable entre ce qui s'est passé la semaine précédente et cette semaine. Il ne s'est pas passé grand chose, c'est normal. On est dans une séquence où on a une latéralisation, une petite consolidation qui est en train de se mettre en place. Je ne connais pas exactement la forme, donc je vous dessine quelque chose, voilà, d'assez artistique, mais je n'ai aucune idée de si le pivot final sera là ou ici il sera plus haut. Le plus important, c'est ce qui se passe derrière. Derrière ces marches d'escalier, ces figures chartistes, ces chandeliers japonais, vous pouvez leur donner tous les noms du monde que vous voulez. Ce qui compte, c'est le momentum et le cycle dans lequel nous évoluons depuis quelques trimestres. Et ce cycle, il est en train de prendre la forme d'un climax run, voire d'un hyperclimax run, c'est-à-dire un mouvement qui se verticalise, qui prend la forme d'une parabolique. Donc quand on est en train de rentrer sur le dernier tiers d'un mouvement haussier, vous allez voir, c'est typique de toutes les bulles, les figures de consolidation sont de plus en plus courtes dans le temps. Donc là,
disons, ça a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines avant d'avoir le breakout. Là, on devrait ne pas dépasser les 8 semaines, les 8-9 semaines et pour dire qu'on est en train d'accélérer de plus en plus. Si on n'accélère pas, si on est dans 8-9 semaines, ça veut dire qu'on est toujours dans un état, entre guillemets, de mouvement long et régulier qui peut tenir encore quelques trimestres. Par contre, si cette pattern est plus courte que celle d'avant, ça veut dire qu'on est en train d'accélérer. Et la problématique, c'est que les mouvements qui s'accélèrent ne sont pas durables éternellement dans le temps. Ils peuvent monter très haut, très fort en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, mais ils ne peuvent pas s'établir sur plusieurs années. Donc là, la situation actuelle sur l'or, c'est qu'on a des patterns qui s'accélèrent dans le temps. Celle-ci là était beaucoup plus longue que celle-ci et vous voyez qu'on est en train de prendre une pente qui accélère. C'est ce qu'on appelle un mouvement parabolique. Donc l'or pour le moment, de mon point de vue, on ne peut pas parler de top de marché. On est toujours en train de consolider latéralement. Et quand cette consolidation sera mature, si on observe une cassure vers le nord, eh bien, ça voudra dire que potentiellement, on est en train de rentrer à nouveau dans une phase d'accélération qui pourrait être assez hors norme, quelque chose de l'ordre de ce qu'on a vécu dans les années 79-80, quand l'or est monté en hyper climax run. L'or coté en euros maintenant, la situation est exactement la même. On est en train de former une petite figure de consolidation. Pour le moment, on ne sait pas exactement où se trouve le pivot. Il faut qu'il y ait plusieurs petites parties de ping-pong au bas haut pour qu'on discerne bien la figure. Mais voilà, on a un momentum de fond qui est extrêmement fort. On est dans la partie du cycle où voilà, on entre dans un mouvement parabolique ou on est déjà dans un mouvement parabolique. Donc l'or, de mon point de vue, n'a pas encore topé. On pourra parler de top si ça casse vers le sud, mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Donc je garde personnellement une image mentale extrêmement forte et positive pour l'or au cours de l'année 2026. Le silver, l'argent métal, qui a fait couler beaucoup d'encre ici sur la dernière semaine de janvier avec ce ressac qui a été historique, et bien là cette semaine potentiellement on a trouvé le support, donc le creux, puisque cette semaine on est en train de rebondir. Donc je vous avais dessiné ce potentiel triangle chartiste dès cette semaine là. Et bien là a priori c'est ce qui serait en train de se former. Donc une nouvelle marche d'escalier, appelez ça comme vous voulez, un triangle, une tasse séance, peu importe. L'idée c'est qu'on est parti potentiellement dans une consolidation qui devrait durer quelques mois pour digérer bien, toute cette hausse parabolique du silver, de l'argent métal. Mais pour le moment, de mon point de vue, cette semaine-là n'est pas du tout significative du top de marché. Oui, ça peut être le top de marché, mais regardez, et je le répète, toutes les actions dans l'histoire qui ont pris 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 15 000% en quelques trimestres, vous pourrez regarder un nombre incalculable de séances en hebdomadaire comme ça, où on a eu l'impression que c'était le top de marché, et puis après, ça consolide et ça repart sur des nouveaux plus hauts historiques, et ça double ou ça triple derrière. Donc voilà, quand on est dans une logique de trend following, tant qu'on n'a pas tant que le mouvement ne s'est pas retourné, on garde un billet haussier. C'est comme ça que ça marche, ça permet de s'exposer à ce qu'on appelle les fat tails, donc la distribution non gaussienne des cours de bourse. Vous savez, on a la distribution gaussienne avec une moyenne, un adulte, un humain ne peut pas dépasser plus de 2,50 m et il ne peut pas être, je sais pas moi, il peut pas être plus petit à l'âge adulte que, je sais pas moi, 80 cm. Et bien dans la distribution du capitalisme, du monde des mathématiques, l'humain il peut mesurer 2000 mètres de haut par exemple, ou il peut mesurer potentiellement 1 mm de haut. Donc vous voyez, il y a une énorme différence entre la distribution gaussienne du monde réel et la distribution non gaussienne du monde du capitalisme et de la bourse. On peut avoir ce qu'on appelle des distributions en queue épaisse, des fat tails, des événements absolument hors du commun qui dépassent toute attente, toute norme, parce qu'on est dans le monde des chiffres. Et c'est exactement ce qui se passe quand on a des tendances hors du commun. On ne sait jamais à quel point cette tendance peut monter. Donc cet être humain dans le monde numérique peut mesurer. Allez, les matières premières cette semaine se sont extrêmement bien comportées. Vous voyez qu'on a une semaine de hausse. On est toujours dans cette idée de... On a consolidé pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. On a 1, 2, 3, 4 ans. On s'est extrait de cette consolidation ici. On a validé ici. Là, on a été chercher
le petit support et là on est en train de rebondir. Ça veut dire que là, bah, ça y est, on est sorti d'un cycle où on latéralisait, où littéralement en réalité on digérait toute cette magnifique hausse du Covid, 2020, année de la relance de l'inflation, donc d'un grand cycle séculaire inflationniste. Là, pendant plusieurs années, on a digéré cette hausse qui était absolument hors du commun et tout simplement, là on est en train de relancer une vague impulsive sur les matières premières. Donc le DBC est un indice de matières premières, donc il y a plein de matières premières, que ce soit agricoles, métaux précieux, énergie, etc. sont compris dedans. Si vous êtes résident européen, vous avez des équivalents, notamment il y a l'ETF sur le CRB qui vous permet de vous exposer aux matières premières. Donc voilà, de mon point de vue, c'est une classe d'actifs qui doit avoir sa présence dans un portefeuille diversifié ou dans un portefeuille qui se veut être diversifié en termes de cycle économique, en termes de non-corrélation ou de décorrélation entre les actifs et de tout simplement pouvoir performer quand les autres classes d'actifs ne performent pas. Ce type de classe d'actifs peut se mettre à performer de manière très brève, de l'ordre de 1 ou 2 trimestres au cours de 10 ans, mais ça permet d'exploser les performances une année où un portefeuille classique est soit en perte, soit autour de zéro. Analyse du SP500 en hebdomadaire, on a une nouvelle petite semaine de hausse, on est dans ce magnifique range, regardez comme ça devient de plus en plus tight, on a l'impression qu'il n'y a quasiment plus aucune fluctuation, on est de l'ordre de 1,13% sur cette semaine, donc c'est un range avec une volatilité là, entre le haut et le bas qui est extrêmement faible, autour de 2,5%. Donc là, l'idée, comme vous la suivez depuis des mois et des mois, c'est que en mensuel, on est dans ce énorme bull market séculaire. On est en train de consolider ici depuis 1, 2, 3 mois. Là, le 4e mois qui est le mois de février est aussi un mois de consolidation. On a terminé la 3e semaine du mois de février. Donc bien entendu, on s'attend à ce qu'il y ait une continuité et qu'on aille à minima chercher le haut de ce canal aussi en mensuel. Donc en hebdomadaire, tout breakout, toute cassure ici de ce petit range vers le nord, pourrait entraîner tout simplement la poursuite de ce mouvement haussier. Donc là, on est simplement en train de digérer toute la hausse qui a eu lieu depuis la crise de Trump, la crise des tarifs de Trump au mois d'avril 2025. On a fait un énorme rallye. Là, on est en train de le digérer. Sur le Nasdaq, la situation est exactement la même. On est dans ce petit range. On a la volatilité qui se contracte. Le Nasdaq est un indice qui est un peu plus volatile, qui est même beaucoup plus volatile que le SP500. Donc, on a cette pattern qui a un petit peu plus de volatilité, mais l'idée reste exactement la même, à savoir au cours des prochaines semaines, si on a une cassure vers le nord, on pourra assister à une nouvelle envolée des valeurs technologiques. On va aller regarder maintenant ce qui se passe du côté du marché européen et regardez le CAC 40 cette semaine, boum! Une magnifique semaine de hausse, donc toujours dans la réalisation de ce scénario où on est passé d'un range market, on était là en train de faire des parties de ping-pong haut, bas, haut, et là on a breaké, donc là on reprend l'amplitude de ce range market, on trace un trait, on met là, et par la règle des balanciers, ça nous permet d'avoir un premier objectif de hausse. Donc là, on est passé d'un état de partie de ping-pong à un état de vague impulsive. Donc cette vague impulsive pourrait aller dans un premier temps chercher cette zone-ci. Maintenant, sur le DAX, l'indice allemand, on a une belle petite semaine de hausse. On est toujours dans ce scénario d'aller rejoindre potentiellement le haut de ce canal haussier en hebdomadaire. Donc on a passé quasiment toute l'année 2025 en range, un magnifique channel. On a breaké le channel ici la première semaine du mois de janvier. Et donc là, on est censé être parti dans une dynamique où le mouvement de hausse devrait commencer à se verticaliser de plus en plus au fil des mois. Donc potentiellement une année 2026 assez sympathique pour le DAX. Donc vous l'avez compris. Mon point de vue, ma vision sur les indices des pays développés, donc US, Europe, elle reste extrêmement positive pour le moment et pour toute l'année 2026. Donc si vous souhaitez vous former
à la spéculation, donc apprendre à pêcher votre poisson par vous-même. Vous savez, je propose deux façons de faire. Soit vous recopiez mes trades en live avec mon portefeuille All Weather Impulsion, soit vous apprenez par vous-même à trader. Et donc, à l'époque, j'avais ce que j'appelais mon école de bourse LSL, le spéculateur libre. J'ai transformé ça en Fast Track. C'est un programme d'accompagnement sur quelques mois et c'est encadré avec mon équipe et vous avez accès aux 10 années de contenu que j'ai tourné, enregistré au sein des 10 dernières années dans mon école de bourse. Donc moi, j'ai arrêté de faire l'encadrement en direct. Par contre, vous avez accès à tout le contenu et vous avez l'encadrement avec ma team au jour le jour des opportunités. Donc, j'ai rouvert les inscriptions pour le mois de février, pour la session entre février et 1er octobre 2026. Donc voilà, si vous souhaitez rejoindre cette session-là, le lien est en description, LSL Fast Track. Et vous aurez accès à toutes les informations concernant ce programme d'accompagnement. Il y a aussi, hop là, il faut que je retrouve, voilà, le track record à jour des trades qui ont été retenus et suivis en live depuis 2020 par la team et par les élèves de l'école. Donc voilà. Et pour tous ceux qui ont déjà fait LSL, vous pouvez rejoindre LSL de Family, qui est le groupe commun entre les nouveaux et les anciens. Ça vous permet tout simplement de suivre les marchés avec la team, d'avoir des lives, de rester en fait dans la dynamique de LSL. Et dernière chose, j'ai oublié de le dire, mais les inscriptions à LSL Fast Track se terminent dimanche minuit, donc demain soir à minuit. Si vous souhaitez rejoindre cette session-là, c'est maintenant. Prenez la décision ce week-end et contactez-moi par email et allez voir cette page qui vous explique tout ce qui vous attend pendant ce programme 2026. On est dans des conditions de marché haussier qui sont très porteuses et idéales pour apprendre à spéculer.